Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. Aujourd'hui, on va lire la préface d'un livre de Alan Watts qui s'appelle tout simplement Le bouddhisme zen. Dans cette préface, c'est pas mal parce qu'il explique pourquoi est-ce qu'on a du mal à comprendre même ce que c'est que le zen. Et il explique également que de cette incompréhension est né le besoin d'écrire ce livre, Le bouddhisme zen, qu'on va lire ensemble par la suite. Mais commençons donc par la préface. Au cours des dernières années, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, le bouddhisme zen a suscité un intérêt considérable, à un point que cette doctrine semble devoir acquérir droit de cité dans les milieux intellectuels et artistiques du monde occidental. Ceci n'est sans doute pas sans rapport avec l'engouement, peut-être passager, qui s'est manifesté vis-à-vis de la culture japonaise et qui constitue l'un des résultats positifs de cette guerre. Mais la raison profonde de cet intérêt réside dans le fait que le bouddhisme zen est très proche des tendances marginales de la pensée occidentale. Les aspects les plus alarmants et les plus destructeurs de notre civilisation ne doivent pas nous faire oublier qu'elle se trouve dans une de ses périodes les plus fécondes. Des concepts, des perspectives pleines de promesses se révèlent dans les domaines les plus modernes de notre culture, en psychologie, en psychothérapie, en logique et en philosophie scientifique. En sémantique et dans la théorie des communications également. Certains de ces progrès pourraient avoir été suggérés par la philosophie asiatique, mais dans l'ensemble, je tends plutôt à croire qu'il s'agit moins d'une influence directe que d'un développement parallèle dont nous prenons conscience, et qui promet des échanges de vues très fructueux pour l'avenir. La pensée occidentale a subi un remaniement si rapide au cours du XXe siècle que la situation est actuellement très confuse. Non seulement les milieux intellectuels éprouvent des difficultés à garder le contact avec le grand public, mais la marche de notre pensée et de notre histoire a sérieusement ébranlé les postulats de bon sens sur lesquels reposent nos conventions sociales et nos institutions. Les concepts familiers d'espace, de temps et de vitesse, de nature et de loi naturelle, d'histoire et de transformation sociale, le concept même de personnalité humaine, sont désagrégés. Et nous nous retrouvons à la dérive, sans point de repère, dans un univers qui s'apparente de plus en plus à la notion bouddhiste du grand vide. Les diverses éthiques de l'Occident, religieuses, philosophiques et scientifiques, n'offrent guère de règles de conduite adaptées à un tel univers. Et l'idée d'avoir à naviguer sans boussole dans un océan de relativité nous angoisse quelque peu. Car nous sommes habitués à des principes et à des lois rigides sur lesquels nous voulons pouvoir nous appuyer pour notre sécurité spirituelle et psychique. Et c'est pourquoi, je pense, l'attention a été attirée vers un mode de vie culturellement fécond qui, depuis environ 1500 ans, se comptait dans la vacuité et en retire une certaine félicité. Pour employer ses propres termes, la position du zen a toujours été au-dessus, sans un toit pour la tête, au-dessous, sans une pousse de terre pour y poser le pied. Un tel langage nous apparaîtrait moins étrange si nous étions vraiment préparés à admettre que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a rien pour opposer sa tête. Je ne suis pas partisan d'importer le bouddhisme zen sur notre continent, car il est profondément lié à des institutions culturelles qui nous sont totalement étrangères. Mais il est indubitable qu'il contient certaines choses méritant d'être apprises ou désapprises et susceptibles de recevoir une application adaptée à notre mode de vie. Il a l'avantage particulier de comporter des modes d'expression aussi intelligibles et peut-être aussi surprenants pour l'intellectuel que pour l'illettré, offrant des possibilités de communication que nous n'avons pas encore explorées. Il fait preuve d'une netteté, d'un enthousiasme, d'un humour et d'un sens de la beauté et de l'absurde à la fois exaspérant et délicieux. Mais il a par-dessus tout les pouvoirs de disséquer l'esprit humain et de ramener les problèmes les plus angoissants pour l'homme à des questions du genre absurde.
On y découvre à la base une compassion profonde, mais totalement dénuée de sentiments à l'égard des humains engagés dans leur tentative désespérée pour parvenir au salut. Il existe d'excellents ouvrages sur le zen, mais les meilleurs sont épuisés ou introuvables. Jusqu'à présent, personne, pas même le professeur Suzuki, ne nous a donné d'études claires du sujet du point de vue historique et dans ses rapports avec la pensée hindoue et chinoise. Les 3 volumes de Suzuki, Essays in the Zen Buddhism, constituent un ensemble non systématisé de travaux d'érudition abordant les divers aspects de la doctrine. Utile certes pour l'étudiant déjà avancé, mais absolument décourageant pour le profane. Son intéressante introduction au zen bouddhisme est un peu limitée ou parfois trop spécialisée. Elle ne fait pas état d'un point essentiel. Ces autres ouvrages sont consacrés à des détails qui exigent du lecteur des connaissances générales et historiques sérieuses. Le livre de Blyth, Zen in English Literature and Oriental Classics, est l'une des meilleures introductions, mais aussi néglige d'en rappeler les origines. De plus, il n'a été publié qu'au Japon. Il se présente sous la forme d'observations décousues, magnifiquement senties, que l'auteur n'a pas cherché à exposer méthodiquement. J'ai voulu, dans mon propre ouvrage, Spirit of Zen, faire une vulgarisation des premiers travaux de Suzuki. Mais il est resté trop schématique et il se trouve, du reste, dépassé maintenant. Quelles qu'aient pu être ses qualités du point de vue clarté et simplicité. Le Zen Buddhism de Christmas Humphrey, publié en Grande-Bretagne seulement, est également une vulgarisation des écrits de Suzuki. Mais quoique rédigé dans un style clair et agréable, il ne replace pas réellement la doctrine dans son contexte culturel et il prétend découvrir des rapports entre le bouddhisme et la théosophie, qui me paraissent tout à fait contestables. Les autres études du zen par des auteurs occidentaux ou asiatiques ont un caractère plus spécialisé, ou sont de simples discussions à propos d'autres sujets, psychologie, art ou histoire de l'art. En l'absence d'études fondamentales, méthodiques et compréhensibles sur le sujet, il n'est pas surprenant que notre connaissance du zen reste assez confuse, en dépit de tout l'enthousiasme et de tout l'intérêt qu'il suscite. C'est donc pour pallier cette lacune que j'ai rédigé cet ouvrage, puisque personne, parmi ceux qui le connaissent mieux que moi, ne semblait vouloir ou pouvoir le réaliser. À mon avis, un tel ouvrage devrait être l'œuvre d'un maître zen. Mais à l'heure actuelle, aucun d'eux ne possède suffisamment nos idiomes occidentaux. Du reste, une étude émanant d'un tel personnage, qui verrait le sujet de l'intérieur de la tradition, et surtout de l'intérieur de la hiérarchie institutionnelle, risquerait de manquer de perspective et d'objectivité. Soulignons-le, l'un des obstacles les plus sérieux aux échanges entre les maîtres zen et les occidentaux est le manque de clarté dans les différences des prémices culturelles fondamentales. Les deux parties sont si ancrées dans leur système qu'elles n'ont pas conscience des limitations de leurs moyens de communication. L'auteur le plus compétent pour un tel travail serait peut-être un occidental qui aurait passé quelques années à assimiler la doctrine sous l'égide d'un maître japonais. Du point de vue scientifique occidental, cela souleverait encore des objections, car un tel auteur serait devenu un partisan, peut-être un enthousiaste, mais incapable de rester objectif et désintéressé. Heureusement, ou malheureusement, le zen se situe au-delà de toute expérience. Il est véritablement insaisissable et inaccessible à une formulation purement littéraire et intellectuelle. Pour savoir ce qu'est le zen, il n'y a pas d'autre moyen que de le pratiquer, de l'expérimenter concrètement afin de découvrir ce que scellent les mots. Et ceux parmi les occidentaux qui suivirent l'enseignement spécial de l'école zen, Rinzai, ne sont guère enclins à faire part de leurs expériences, suivant en cela le principe zen selon lequel ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Mais tout en n'étant pas disserts, ils ne sont cependant pas complètement muets.
Dans un sens, ils aimeraient partager leur expérience, mais avec d'autres, alors que par ailleurs, ils sont convaincus que les mots sont, en dernière analyse, inutiles, et en outre, ils sont tenus de respecter leur promesse de ne pas divulguer certains aspects de l'enseignement reçu. Ils finissent ainsi par adopter l'attitude du viens et trouve par toi-même. Mais l'occidental, ayant une culture scientifique, est un individu qui, circonspect et sceptique, non sans raison, aime savoir de quoi il retourne. Il connaît trop la tendance à l'auto-illusion de l'esprit humain pour pénétrer là où l'entrée est impossible sans laisser à la porte toute possibilité de critique. Les Asiatiques sont si portés à mépriser cette attitude, et leurs condisciples occidentaux encore plus, qu'ils négligent de communiquer aux chercheurs scientifiques les choses parfaitement accessibles au langage et à l'intellect. Écrire sur le zen est par conséquent aussi difficile pour l'observateur extérieur, entre guillemets objectif, que pour le disciple subjectif. Je me suis trouvé moi-même dans ces conditions diverses, de l'un et de l'autre côté de la barricade. J'ai collaboré et étudié avec des observateurs objectifs et je suis convaincu que, malgré leur qualité, ils font invariablement fausse route, confondant sans le vouloir le menu avec le repas. Je me suis également trouvé à l'intérieur d'une hiérarchie traditionnelle, autre que celle du zen, et je suis pareillement persuadé que dans cette position, on perd conscience de la nature du repas que l'on mange. On devient alors techniquement idiot, c'est-à-dire incapable d'entrer en communication avec ceux de l'extérieur. Il est à la fois absurde et dangereux pour notre monde qu'il soit constitué par un ensemble de communautés s'excommuniant mutuellement, comme c'est surtout le cas des grandes civilisations de l'Orient et de l'Occident, pour lesquelles les échanges seraient les plus féconds. Et l'absence d'échanges forme le plus gros des dangers. Ayant passé quelques 20 ans à essayer de faire comprendre l'Orient aux Occidentaux, je suis maintenant de plus en plus certain que pour interpréter un phénomène comme le bouddhisme zen, il est indispensable d'une part de lui accorder une sympathie sincère et d'expérimenter personnellement son mode de vie dans la mesure du possible, d'autre part de résister à la tentation d'en devenir un disciple et de se soumettre aux obligations institutionnelles. Restant dans cette position amicalement neutre, on risque assurément d'être désavoué des deux côtés, mais dans l'hypothèse la plus défavorable, une interprétation erronée de la doctrine aurait l'avantage de les inciter à préciser leurs pensées. Les échanges entre les deux parties sont en effet beaucoup plus clairs lorsqu'une troisième joue le rôle d'arbitre. Même si cette étude ne fait qu'exprimer un point de vue qui n'est ni zen ni occidental, elle aura au moins le mérite de constituer un troisième point de référence. Il est toutefois indéniable que le zen se refuse à être une organisation ou la doctrine exclusive d'une institution. S'il existe quelque chose au monde qui transcende les conditions d'une structuration culturelle, c'est bien le zen, quel que soit le mot par lequel on le désigne. Et c'est là une excellente raison pour qu'il ne s'organise pas en institution. Les anciens maîtres étaient d'ailleurs souvent des individualistes universels qui restèrent toujours en dehors de toute organisation et qui ne cherchèrent jamais à assumer une autorité reconnue. Telle est donc ma position à l'égard du zen, et je me dois d'être franc pour le lecteur à une époque où l'on s'attache tant d'importance aux qualifications, entre guillemets, et quantification des individus. Je ne puis me présenter comme un adepte de cette doctrine ou comme un bouddhiste, ce serait vouloir cataloguer l'univers. Je ne puis non plus me présenter comme un docte académicien scientifique objectif, car on n'étudie pas le chant des oiseaux, dirait le zen, sur une collection de rossignols empaillés. Je n'ai aucune autorité pour parler du zen. J'ai eu simplement le bonheur d'avoir étudié sa littérature et observé ses manifestations artistiques depuis presque ma plus tendre enfance. Et avoir entretenu
d'amicales relations avec un certain nombre de Japonais et de Chinois qui, comme moi, cheminaient sur cette route infinie. Ce livre a été écrit à l'attention des profanes et des lettrés déjà instruits dans ce domaine, et j'espère que les premiers me pardonneront l'emploi de certains termes techniques, l'appendice en caractère chinois et autres précisions utiles à ceux qui désireraient approfondir le sujet. L'ouvrage est divisé en 2 parties. La première est consacrée aux origines et à l'histoire du bouddhisme zen, la seconde à ses principes et à sa pratique. Les sources d'informations auxquelles j'ai fait appel sont de 3 ordres. En premier lieu, j'ai puisé dans presque tous les ouvrages publiés dans les langues européennes. Je me suis évidemment beaucoup inspiré des ouvrages du professeur Suzuki, mais en m'efforçant de ne pas trop me reposer dessus. Non pas qu'il comporte des erreurs, mais parce que j'estime qu'il fallait offrir au lecteur autre chose qu'un simple condensé de ses points de vue. Deuxièmement, j'ai voulu que cet exposé soit établi d'après des études soigneuses des documents chinois les plus importants, en particulier Insin-min, Tang Im ou Sutra of the Six Patriarchs. Mes connaissances personnelles concernant la dynastie chinoise Tang étaient certainement insuffisantes pour traiter certaines subtilités de la littérature correspondante, mais suffisantes, je pense, pour avoir une idée assez précise de la doctrine de base. J'ai été grandement aidé dans ce travail par des collègues et associés de recherche de l'Académie américaine. Troisièmement, j'ai recueilli certains enseignements lors de rencontres personnelles échelonnées sur plus de 20 ans avec des maîtres et des disciples zen. Les traductions à partir des textes originaux ont été faites par moi-même, sauf dans certains cas où un autre traducteur est mentionné. J'ai ajouté à la bibliographie quelques-unes parmi les citations et les expressions les plus importantes des textes chinois originaux à l'intention de ceux qui connaissent cette langue. La reproduction de ces caractères est essentielle à mon avis, car les érudits les plus qualifiés sont parfois très hésitants sur la signification précise de certains textes zen de la dynastie Tang. Les références aux textes chinois sont indiquées par la lettre minuscule dans l'ordre alphabétique. Enfin, pour les autres travaux, le nom de l'auteur est toujours indiqué, ce qui permet au lecteur de se reporter à l'index bibliographique pour de plus amples renseignements. Fin de lecture de la préface du livre.